Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée à l'établissement et à l'exploitation des équations horaires. Dans cette vidéo, on ne s'occupera que des mouvements dans un champ uniforme, ce qui signifie que la force gardera la même direction, le même sens et la même valeur en tout point. Et comme quasiment toujours elle est indépendante du temps, on aura alors une force constante. Dans le cas général, où la force et la vitesse initiale ne sont pas collinéaires, ils vont définir un plan comme nous le disent les mathématiques. Dans ce plan, on va choisir un repère OIJ dans lequel on va pouvoir écrire les coordonnées du vecteur force et du vecteur initial V0. Sans détailler dans un premier temps, on peut dire que la deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma, va nous donner l'expression des coordonnées de A. Et elles sont liées, ces coordonnées, aux coordonnées de la force. Comme la force n'a pas de coordonnées selon Z, eh bien l'accélération selon Z sera nulle. En prenant sa primitive, puisque l'accélération est la dérivée de la vitesse, on va obtenir que la vitesse Vz est une constante. Or, comme la vitesse initiale est nulle selon Z, eh bien on aura Vz égale 0. Par une deuxième primitive, on va trouver Z égale constante, ou même Z égale 0 si on choisit bien l'origine de repère. On montre donc bien que c'est l'équation d'un plan, et que par conséquent, dans un champ uniforme, le mouvement est donc toujours plan. Établir les équations horaires du mouvement, c'est très souvent déterminer les fonctions x de t et y de t qui sont les coordonnées de la position en fonction du temps. Mais on pourrait aussi très bien s'arrêter seulement aux coordonnées de la vitesse en fonction du temps. Dans la suite, on va donner la liste des étapes à suivre pour arriver à ces équations horaires et les appliquer sur un exemple de mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, comme on peut le voir sur le schéma à droite. Le système, qui pourrait être une balle, un ballon ou même une flèche ou une balle de pistolet, part d'une hauteur h avec une vitesse initiale de norme v0 et faisant un angle alpha avec l'horizontale. Arrêtons-nous un instant sur cette vitesse initiale car on aura besoin des coordonnées de celle-ci dans la suite. Alors quelles sont-elles ces coordonnées? Comment peut-on les déterminer? Eh bien, ça va être dans un premier temps la projection du vecteur V0 sur l'axe des x pour obtenir la coordonnée selon x qu'on va trouver ici. Dans le triangle rectangle formé, on voit bien que le cosinus de l'angle alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est VOX et l'hypoténuse, c'est la norme du vecteur V0. On peut donc voir que V0x égale V0 fois cos alpha. De la même façon, si on projette sur l'axe des y, ici, on va obtenir la composante de la vitesse selon y, qu'on va noter V0y. Et ici, dans le triangle, on voit que ça correspond au côté opposé, avec le sinus. Et on aura donc V0y égale V0 fois sinus alpha. Commençons les différentes étapes. Première étape, il s'agit de faire le bilan des forces exerçant sur le système. Ici, dans notre cas, une seule force s'applique, c'est le poids. On a donc somme des forces égale P, et P égale mg. Deuxième étape, on va utiliser la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces est égale au produit de la masse par l'accélération. On va obtenir alors le vecteur accélération et ses coordonnées. Dans notre cas, la somme des forces est égale à mg, donc mg égale ma, et donc A égale g. On obtient donc les coordonnées de A qui valent 0 et moins g, car les coordonnées de g sont 0 moins g, puisque le vecteur est vertical et orienté vers le bas, alors qu'on a choisi un axe, nous, y, orienté vers le haut. D'où le signe moins. Troisième étape, on va obtenir les coordonnées du vecteur vitesse à partir de celles du vecteur accélération, puisque l'on sait que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse. On aura ensuite besoin des conditions initiales, c'est-à-dire de la valeur de la vitesse à t égale 0. C'est le moment où on tient compte de l'énoncé, depuis les forces, sinon tous les lancers seraient identiques. On a donc ici la dérivée de Vx sur dt égale à 0, puisque Ax égale 0, et de la même façon, la dérivée de Vy égale moins g. Il va donc falloir trouver les fonctions Vx et Vy qui, lorsqu'on les dérive, donnent 0 et moins g. Voici un tableau pour expliquer les seules primitives dont on aura besoin ici. Comment comprendre ce tableau? Eh bien, à gauche, on a les fonctions et la dérivée à droite. C'est-à-dire que si la fonction est une constante, alors sa dérivée est nulle. Si la fonction est de la forme at plus une constante, alors sa dérivée vaut a. À l'inverse, si la dérivée est nulle, alors sa primitive est une constante. Si la fonction est une constante, petit a, alors sa primitive s'écrit a fois t plus une constante. Je rappelle que notre variable à nous s'appelle t ici. En maths, on aurait
ax, ax au carré, etc. On remplace t par x. Dans notre cas, on obtient donc Vx de t égale C1, donc une constante qu'on va appeler C1, puisqu'on va en avoir plusieurs, et Vy de t égale la constante, c'est-à-dire moins g, fois t, plus une nouvelle constante, ici qu'on appelle C2. Comment obtenir les constantes? On utilise donc les conditions initiales. Ici, dans notre cas, on trouve donc que Vx, en remplaçant t par 0, vaut C1, et que Vy à t égale 0, donc moins g fois 0, ça fait 0, et il nous reste donc C2. D'après l'énoncé, et on l'a vu précédemment, on a V0x, c'est-à-dire Vx à 0 vaut V0 cos alpha, ce qui va donc être égal à C1. De la même façon, Vy à t égale 0, ça vaut V0y, qui vaut V0 sinus alpha, et qui va donc être égal à C2. On remplace C1 et C2 dans les expressions Vx de t, et Vy de t, on obtient les équations horaires pour la vitesse. De la même manière, on va obtenir les coordonnées du vecteur position en utilisant le fait que la vitesse est la dérivée de la position et des conditions initiales sur la position. Dans notre exemple, on a donc dx sur dt égale v0 cos alpha, ce qu'on a trouvé précédemment, et dy sur dt égale moins gt plus v0 sinus alpha. On va donc prendre les primitives. Lorsqu'on a deux parties, comme ici moins gt plus v0 sinus alpha, la primitive d'une somme, ça va être la somme des primitives. On va donc avoir, avec le même tableau que précédemment, si on regarde bien, donc pour une constante, c'est la constante fois t. Donc pour x, on va trouver v0 cos alpha, qui est la constante, fois t, plus une nouvelle constante qu'on appellera c3. De la même façon, pour y, on va trouver moins 1/2 de gt carré, plus v0 sinus alpha fois t, plus c4, nouvelle constante. At égale 0, on remplace donc t par 0, on va avoir x de 0 égale c3 et y de 0 égale c4. Or, d'après l'énoncé, on a x de 0 égale 0 et y de 0 égale h. En identifiant, on a donc c3 égale 0 et c4 égale h. On remplace à nouveau dans les expressions, x de t est égal à v0 cos alpha fois t, y de t, moins 1/2 de gt carré, plus v0 sinus alpha fois t, plus h. Voilà donc les équations horaires du mouvement. Maintenant, regardons comment exploiter ces équations horaires. Première chose possible, on peut déterminer la durée de la chute jusqu'à l'arrivée du sol. Mais ça pourrait très bien être à un autre point d'arrivée. Il va juste falloir adapter. Donc au sol, on sait que y vaut 0. On va donc résoudre y de t, avec l'expression déjà vue, égale 0. Ça donne une équation du second degré, qu'on vient d'encadrer en rouge. Il y a deux solutions. En général, il y a une seule solution plausible. Très souvent, t ne peut pas être négatif, évidemment, puisqu'on part à t égale 0. Et on va garder la valeur de t positive. Deuxième possibilité, déterminer la longueur du lancer. Jusqu'à, par exemple, l'arrivée au sol. Mais ça pourrait très bien être jusqu'à l'arrivée d'un panneau de basket à 3 mètres de hauteur ou quelque chose du genre. Il suffirait de remplacer y égale 0 avant par y égale 3,05. Donc ici, comme on est au bout à l'arrivée au sol, c'est le même qu'avant. Donc on va réutiliser la valeur de t trouvée précédemment et la remplacer dans la valeur de x de t. Dernière possibilité, déterminer la flèche. C'est ce qu'on appelle la hauteur maximale. Alors pour trouver une valeur maximale pour une fonction, on le voit en mathématiques, ça correspond à un extrémum et donc à une dérivée nulle. On va donc utiliser la dérivée de y de t, ce qui en fait correspond à vy de t, ce qui veut dire que au maximum de hauteur, la vitesse selon y est nulle, ce qui est normal. Donc on trouve moins gt plus v0 sinus alpha égale 0, et on trouve donc la valeur de t, v0 fois sinus alpha sur g. Il suffit ensuite de le remplacer dans y de t pour trouver la valeur de la flèche, ce qu'on peut trouver ici. Autre méthode possible, on va passer par la trajectoire. Alors la trajectoire, c'est y en fonction de x. On va donc être obligé d'éliminer la variable t. Pour cela, on va exprimer cette variable t avec la relation la plus simple des deux. Ici, c'est celle avec x. On va avoir t égale x sur v0 cosinus alpha. Et on va remplacer cette valeur de t, cette expression de t, dans l'équation de y, qu'on obtient donc ici. Elle est un peu compliquée, on va la simplifier. Vous voyez qu'on peut simplifier par v0, et sinus sur cosinus, ça fait tangente. On obtient donc cette relation-là. À partir de là, on peut résoudre à peu près les mêmes problèmes qu'avant. Évidemment, on ne va pas trouver une durée, puisqu'il n'y a plus t, mais on peut évidemment trouver la longueur du lancer. On va, comme tout à l'heure,
faire y égale 0, si on attend par exemple la longueur quand ça arrive au sol, hein, si c'est le lancer du poids ou d'un disque ou des choses comme ça. On fait y égale 0 et on résout l'équation, qui est encore une équation du second degré. On va trouver deux valeurs, une fois encore, une seule des deux valeurs sera plausible. Par rapport à notre situation ici, on aurait un x négatif et un x positif, on gardera évidemment le x positif. On peut aussi déterminer ici avec ça la hauteur maximale, une fois encore ça correspond à un maximum de la fonction y de x. On va donc prendre sa dérivée et trouver quand est-ce qu'elle s'annule. On obtient cette équation-là, ce qui nous permet de trouver la valeur de x qu'on va remplacer ensuite dans y pour trouver y. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt et au revoir.